Alors, bonjour et bienvenue à cette dernière journée, c'est ça, d'activité pour la semaine de la presse et des médias. Et j'ai le honneur, donc je m'appelle Colette Brun, je suis professeure à l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Et j'ai l'honneur d'animer ce panel qui porte sur comment favoriser la diversité culturelle dans les groupes de presse et médias québécois. Donc, merci à la FPJQ pour l'invitation et l'organisation. Et bienvenue aux personnes qui se joignent à nous en présentiel, à distance, en différé, etc. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant nos invités. D'abord, j'allais dire à ma gauche, mais il faudrait que je me tourne. Mélissa Mollet-Dupuis, animatrice à Radio-Canada Première. Ensuite, Geneviève Rossier, éditrice et directrice générale du service français de la presse canadienne. Et enfin, Maxime Bertrand, directrice des relations citoyennes à ici Radio-Canada. Donc, on va parler un peu de l'état de la situation dans les médias actuellement, quel chemin on a fait, hein, parce qu'on en a fait un peu quand même, pour ensuite parler des problèmes, des enjeux vraiment actuels, et ensuite des solutions, j'espère, des solutions peut-être encore à venir. Donc, je vous inviterai peut-être d'abord, Mélissa, à nous parler de l'état de la situation telle que vous le percevez de votre perspective. Merci, Coué. En passant, Oui. je tiens, avant qu'on commence à reconnaître qu'on est présentement en territoire non cédé, qui était partagé avec les Algonquins, les Mohawks et d'autres nations qui étaient de passage avant la colonisation. Fait que c'est toujours une bonne manière de se mettre à l'esprit. Et ceux qui sont en ligne, de penser à quelle nation vous partagez le paysage. Parce que justement, maintenant, on commence à partager justement le grand terreau et non le terreau des médias, des grands médias. Fait que moi, je pourrais donner un point de vue très personnel parce que je dirais que ma place dans les médias a comme vraiment commencé il y a 10 ans avec Idle No More au Québec. C'est pas un, c'est pas un engagement que j'ai pris avec l'idée que j'allais avoir une place aussi grande dans les médias à un moment donné, mais ça l'a amené ça. Et je dirais qu'il y a un extrêmement gros changement par rapport à il y a 10 ans. On avait non seulement une absence de diversité autochtone, mais aussi, je dirais, une absence de connaissances sur les enjeux autochtones. Même les premières entrevues avec Lydia, on se rappelle qu'on disait, est-ce que le monde peut nous nommer les nations autochtones du Québec? Et je me rappelle même avoir vu un journaliste faire, je dis, oh, si j'y demande, il ne pourra pas me répondre. Donc, on commençait de zéro. Et l'année suivante, d'avoir des journalistes qui m'arrivaient et me disaient, j'ai appris mes 11 nations. Puis, la conversation a commencé à avoir de plus en plus lieu. Et aujourd'hui, on a des médias comme, justement, Espace autochtone à Radio-Canada. On a de plus en plus de personnes autochtones qui vont joindre des médias ou des personnes même qui étaient déjà, qui faisaient partie des médias, parce que je pense beaucoup à Michel Jean, qui commencent à pouvoir dire qu'ils sont autochtones, que ça fait partie de leur identité et que ça soit célébré aussi, parce qu'avant, c'était aussi mis en doute, c'était pas quelque chose qui était valorisé. Donc, je vois une transformation, je vois une différence. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on ne peut pas non plus transformer un grand média aussi rapidement, mais disons qu'on a mis le pied dans la porte et on ne l'enlèvera pas de sitôt. Fait que c'est certain que là, on est ici comme aujourd'hui pour pouvoir échanger sur comment améliorer les meilleures pratiques, par exemple, à l'emploi pour des personnes autochtones dans le milieu, mais aussi, je pense que c'est de rendre le milieu accessible, sécuritaire, sécurisant aussi au niveau culturel. Comprendre aussi que des fois, comment le média a travaillé par le passé peut créer cette espèce d'inconfort des communautés de vouloir aller dans ce milieu de travail-là, puis même de se confier à des journalistes. C'est tout un travail encore pour une sensibilité qui est demandée. Justement, quand on parle de diversité, on parle de la diversité des artisans, des artisanes, mais aussi de la diversité comme sujet dont on parle dans l'actualité, la façon d'aborder les gens quand on les aborde en entrevue, tout ça, ça demande une sensibilité et une oui. connaissance. 1990, la crise d'Oka, je veux dire, c'était vraiment un des premiers, je pense, chocs qu'on a eu avec les communautés, comment on était représentés, comment on était perçus, non seulement du grand public, mais comment les médias nous mettaient à l'écran. Puis avec Idle No More, on a vu beaucoup plus une prise de pouvoir grâce aux médias sociaux. Fait qu'il y a eu un ajustement aussi qui s'est fait au niveau des médias
Puis la diversité aussi de comment on nous raconte. Fait que, je pense souvent au blocus, la 138 qui avait lieu justement pendant les débuts d'Idle War. Et c'était encore la même chose, c'est qu'on voyait des entrevues avec des intervenants québécois, des policiers, tout ça, mais pas la présentation du point de vue des communautés autochtones. Puis ce qu'on nous voyait, c'est dans le fond, c'était les manifestants à la barricade, les lumières de police. Et on disait, mais c'est encore le même rendu qu'en 1990. Et tranquillement, ben, ça s'est transformé parce qu'on a commencé à faire entendre l'histoire, la voix, puis une compréhension aussi de nos enjeux qui est venue transformer, je pense, que l'approche des médias. Puis là, je commence à le sentir vraiment beaucoup plus, comment on approche les nouvelles, comment on n'est plus les Indiens ou les Autochtones qui barricadent. T'sais. Là, c'est les membres de la communauté de Pessamit qui font ça. T'sais. Ça fait qu'il y a vraiment une distinction par rapport à il y a 10 ans. Là, c'est clair. Une chance. Parce que là, je serais encore dans la rue en train de chialer. Oui, on va parler des problèmes qui persistent quand même. Geneviève, comme employeur, dans le fond, comme personne qui recrute du personnel et qui essaie justement d'intégrer la diversité dans la salle de rédaction à la presse canadienne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je pense qu'il y a encore un grand écart. Et on est juste en fait à mesurer l'écart, à prendre conscience de anglicisme, un gap, là, une espèce de trou qu'on peut dire. Mais je reviendrai un peu en arrière sur tes questions sur le pourquoi. Tu sais, pourquoi la diversité? Parce que moi, ça me semble que on va être plus capable de prendre des moyens nécessaires pour résoudre le problème si on a toujours de raison du pourquoi on veut faire ça. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, la diversité des salles de nouvelles, parce que je me dis, on a eu des récents de démocratie en danger, etc. La démocratie dépend du journalisme, de la transparence, etc. Puis ces choses-là dépendent la pérennité de ça dépend de notre capacité de diversifier les salles de nouvelles. Parce que on peut pas rester juste un petit groupe qui est pas représentatif correctement d'une société dont on veut montrer la transparence, éclairer ce qui se passe, dévoiler les choses, etc. Fait que pour moi, la diversité, elle est essentielle à la pérennité de l'information, puis à la pérennité du système démocratique, à la durabilité, puis c'est une question de responsabilité sociale. Fait que je pense que si on réfléchit à ce pourquoi, ça nous aide à aller plus vite par en avant. Puis quand j'entends diversité, évidemment, la question des communautés autochtones, mais j'irais aussi aux communautés racisées, aux points de vue différents. Je pense qu'on a vraiment un immense effort d'ouverture, d'enlever les œillères, puis d'ouvrir nos salles de nouvelles, puis nos façons de faire à tout ce qui est différent de l'espèce de normes traditionnelles du journalisme des dernières années. Mais je veux dire, il y a eu un progrès phénoménal les 30 dernières années par rapport aux femmes, qui étaient, moi, je sais pas, Maxime, quand on commençait dans les salles de nouvelles, on avait de la micro-agression quotidienne vis-à-vis des femmes et tout ça. Puis aujourd'hui, ben, les femmes dirigent les salles de nouvelles, etc. Donc, je pense que ça, c'est un élément enthousiasmant qui nous permet d'être optimistes parce que si on a réussi à laisser entrer les femmes, puis leur point de vue, puis leur façon de regarder les choses dans les salles de nouvelles, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi faire ça pour les autres groupes qui sont sous-représentés. Donc, oui, enfin, la façon dont les médias abordent les débats liés à la diversité, parce qu'évidemment, il y a des questions très sensibles aussi là, par rapport au pourquoi et au comment. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure parce qu'on est en train de parler quand même des progrès qu'on a faits. On a parlé on pourrait parler aussi des programmes de bourse ou de. Bon, je pense que c'était nécessaire. Et c'est peut-être. Je ne sais pas si certains trouvent ça controversé, mais comment est-ce que vous évalueriez l'efficacité de ces mesures-là là, pour diversifier les salles de rédaction? Moi, qui sont réservés pour des journalistes autochtones. Puis on s'attend à avoir 15 journalistes autochtones, tous entraînés, patentés, prêts à venir rentrer dans une salle. Puis la réalité, c'est pas ça. Et que c'est plus complexe que. On a fait cette espèce d'effort-là de dire on va réserver des places pour les gens, etc. Mais il faut aussi
regarder si c'est suffisant, puis si c'est comme ça qu'on va réussir à, en tout cas, on peut en reparler plus loin dans la conversation. C'est pas mauvais ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a peut-être, puis c'est pour ça que c'était super d'avoir mis ça ici, parce que dans le fond, on peut tellement apprendre de toi, tu sais, sur la question de comment aller chercher des gens des communautés puis les inclure correctement. Écoute, je suis là parce que justement, je me déplace un samedi pour ça. J'ai dit, c'est à cause que je trouve ça extrêmement important. Puis surtout que ça se fait sur une discussion qui est ouverte, puis qui est ouverte aussi aux transformations, parce que des fois, les gens veulent des projets qui sont tout de suite emballés, empaquetés, puis qui donnent des résultats, mais il y a un travail qui doit être fait et souvent, ben, c'est là où est-ce qu'on est ensemble. Tu sais, aide-moi, je vais t'aider. Tu sais. Alors, Maxime, Oui. sur cette question-là de l'état de la situation de la diversité actuellement, de votre perspective à Radio-Canada, vous avez été journaliste avant d'occuper vos fonctions actuelles. 2 ans. Comment est-ce que vous voyez ça? Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce panel. Lorsqu'on m'a approché, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit que plutôt que de parler de mon expérience personnelle seulement ou de mon point de vue sur la question, je me suis dit que ce serait pertinent de consulter des membres d'un comité qu'on a créé à Radio-Canada il y a 1 an, un comité consultatif permanent qui justement débat de ces questions de diversité. Il faut savoir que il y a 1 an, la directrice générale de l'information, Lucie Lumière, a confié à ma collègue directrice principale, première directrice Dominique Poirier, le mandat de faire une vaste consultation avec les employés sur la diversité. Alors, je l'ai accompagnée dans ce processus et ça nous a permis de parler à une 60aine d'employés, réalisateurs, journalistes, animateurs, recherchistes, et de parler de différents thèmes justement dont on va parler, qu'on évoque déjà, le recrutement, la culture interne, le développement professionnel, les normes et pratiques journalistiques. Alors, de cette consultation est né un comité. Alors, nous avons senti la nécessité de poursuivre la discussion par le biais d'un comité permanent dont les membres, il y a à peu près un peu plus d'une dizaine de membres, on se rencontre régulièrement pour parler de diversité, bien sûr, mais pour parler de la couverture journalistique de façon globale. Par exemple, les membres nous ont interpellés sur la couverture des manifestations des camionneurs. Donc, on parle de toutes sortes de choses. Et j'ai donc consulté quelques membres de ce comité en vue de cette rencontre et puis j'ai exposé le thème. Comment favoriser la diversité au sein des groupes culturels de médias? Et là, j'ai senti le silence à nos bouts. Favoriser, qu'est-ce que tu veux dire, Maxime, par favoriser? Et ça nous amène à penser qu'on veut trouver des solutions et les principes sont nobles, mais parfois la façon de présenter les choses peut susciter des questions, la façon de présenter, de nommer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par favoriser? Est-ce qu'on veut faire des faveurs? Est-ce qu'on veut un traitement privilégié? Est-ce qu'on veut un traitement distinctif? Et je vous dirais que les gens à qui je parle vous répondraient d'emblée non. Parce que, au fond, ce qui prime, c'est la compétence. En entrant dans ce schème-là, on sous-entend qu'on va offrir un ascenseur, un fast track, si je peux m'exprimer ainsi, aux membres issus de la diversité. Et honnêtement, ceux à qui je parle n'en veulent pas parce qu'ils veulent que la compétence prime et j'en suis. Et donc, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est plutôt comment faire en sorte de rendre les groupes médiatiques attrayants pour les personnes issues de la diversité. Comment faire en sorte que ces communautés se sentent acceptées, accueillies. Peut-être qu'on pourrait débattre un peu de ça. Et la façon dont on voit les choses, et c'était le même constat il y a 1 an lorsqu'on faisait les consultations, c'est qu'il y a au moins 3 axes qu'il faudrait envisager. D'abord, la couverture, que nous, on appelle la couverture inclusive dans notre jargon de comité. Ensuite, le recrutement, puis la culture interne. Alors, c'est au moins ces 3 axes-là. On va y revenir dans la foulée de la conversation, mais je pense que il faut faire attention à la façon de nommer les choses pour ne pas donner l'impression
que c'est un acte de charité. Au fond, ce qu'on veut, tout le monde, hein, c'est mieux refléter la société dans laquelle on vit et trouver les moyens pour le faire. Effectivement, d'une part, il peut y avoir cette impression, ce sentiment qu'on fait de la discrimination positive, qui est un terme pas tellement, en tout cas, ça donne pas une très bonne image. Mais d'autre part, il peut y avoir aussi une résistance même à des termes comme inclusif ou, je veux dire, on entend des critiques de Radio-Canada qui disent ben, ils sont trop woke, par exemple. Hein? C'est la classique. Et on se retrouve un peu pris en sandwich entre la volonté d'une couverture, d'une représentation plus diversifiée, et d'autre part, une partie de la population, on va dire, qui n'accepte pas ce changement-là, cette façon d'aborder la diversité. Moi, si, Mais il faut dire aussi, pardon, non, je voulais juste dire non, pour ajouter à ça, j'ai une collègue et amie qui m'a dit, tu sais, Maxime, le piège est dans la question. Le piège est dans la question. Donc, à partir de là, on peut revoir les paradigmes et les façons de bien établir les choses. Donc, il faudrait poser une autre question. Ben, peut-être celle que j'ai posée, comment rendre les médias plus attrayants? Comment faire en sorte que les communautés se sentent à leur place, désirées? Puis après ça, ben, tout le monde devient des employés. On l'est déjà. Et est-ce que ça passe par une couverture, je dirais, plus normalisée, qui est moins axée sur les crises, là, comme Mélissa disait, là, les drames ou les blocus ou les manifestations, enfin, tout ça nécessite une couverture, peut-être une couverture plus ordinaire. Ben, en fait, il faut avoir le réflexe diversité dans la couverture de façon générale. Donc, ça veut dire qu'il faut essentiellement, je soumets respectivement, cesser d'instrumentaliser, de stigmatiser ou d'essentialiser les communautés culturelles, c'est-à-dire de les utiliser pour illustrer la délinquance, la violence, les drames de toutes sortes. Alors, il y a des gens dans ces communautés-là qui sont riches d'une vaste expérience qu'on peut utiliser comme des spécialistes ou des experts sur toutes sortes de sujets, l'économie, l'éducation, la santé, Alouette, et donc, et des sujets qui ne sont pas forcément liés à la diversité. C'est une façon, c'est une approche. Très intéressant. Et moi, je voulais justement rebondir sur Maxime parce qu'elle a évoqué un point extraordinaire, vraiment essentiel par rapport à la question, c'est qu'il y a ceux qui pointent le regard vers les personnes qui veulent être mobilisées, c'est-à-dire on veut des journalistes de diversité, on veut ça. Puis moi, dans ma tête, c'est que on devrait plutôt pointer vers les institutions qu'on veut transformer. Puis présentement, en disant la discrimination positive, ça, c'est comme si on disait que les personnes qu'on veut atteindre, ils ont des manques qu'ils doivent combler. On doit les aider à combler des manques pour qu'ils puissent accéder à l'institution. Puis ça c'est toxique à fond la caisse parce qu'ils ont de quoi apporter déjà. Ils sont déjà là à 100%. Mais qu'est-ce que l'institution empêche ou qu'est-ce que l'institution demande à la personne qui veut travailler dans les médias de transformer pour accéder à ce média-là? Moi, souvent, quand le monde parle de discrimination positive, je dis oui, c'est de la discrimination positive parce que c'est-à-dire qu'il y a de la discrimination dans l'institution. Mais moi, de la manière que je le regarde, c'est que je vois qu'il y a une dette institutionnelle qui doit être payée parce que pendant longtemps, on nous empêchait de parler dans les médias, on n'était pas entendus, on n'était pas interviewés de la même manière. Il y avait quelque chose à transformer dans l'institution, que ce soit en journalisme, en politique, je pense qu'avec Joyce Echaquan, on voit même médicalement, il y a une dette institutionnelle liée à la discrimination qui aujourd'hui, c'est très dur. Hein, si je dis dette institutionnelle, je dois me faire rentrer dedans par des trolls, c'est certain. Mais c'est le cas. Je veux dire, on peut toujours dire le racisme, c'est des racistes chez eux dans leur maison, mais il y a des structures qui ont été mises en place. Et cette discrimination positive-là, moi, je trouve que c'est pas une discrimination positive, c'est-à-dire que tu es en train de remblayer le caniveau que tu as creusé entre ta communauté qui est soit autochtone, qui est ce qu'on dit de la diversité, mais ça reste des membres de ta communauté. Donc, ces termes-là encore utilisés, c'est lié au fait qu'on a créé ce caniveau-là, on est en train de le remplir, et à un moment donné, on va juste dire, toutes les communautés vont être représentées par un seul média, il n'y en aura plus d'espace autochtone parce que ça va être Radio-Canada, mais pour l'instant, ça représente justement ce travail, ce processus de, comment je vais dire,
d'enlever le racisme systémique dans des institutions. Donc, Radio-Canada a fait du sexisme systémique par le passé, a fait la discrimination liée à l'identité de genre, à l'identité sexuelle, la préférence sexuelle, c'est que ça existait. Là. On peut reconnaître le processus, mais ce processus-là, tant qu'il est en travail d'inclusion, puis l'inclusion parce qu'il y a eu une exclusion qui a été faite pas par la communauté qui se sent exclue, mais par l'institution qui a empêché des gens de rentrer. C'est certain qu'il faut voir les programmes qu'on dit de discrimination positive comme nécessaires, mais que le poids du besoin de ces programmes-là, ça ne repose pas sur les membres de la communauté. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas les prendre des fois, parce que tu dis, j'ai pas de manque, je suis pas en manque, tu sais, je suis pas, j'arrive pas moins préparé ou moins bon ou moins que n'importe quel Québécois, c'est juste que je ne fitais pas dans le cerceau qu'on m'a demandé de sauter à travers. Mais c'est une image intéressante, celle du cerceau, parce que, tu sais, dans la théorie, l'inclusion, les gens qui sont à l'extérieur du cerceau doivent bouger pour rentrer dedans, anciennement. Mais là, on parle plus de faire bouger la forme du cerceau pour aller chercher la personne qui est sous-représentée ou qui n'a pas eu accès au cerceau pour honte ou bien fait. Au lieu de demander aux gens de se transformer pour rentrer dans l'institution, il faut se poser la question comment l'institution, elle, peut se transformer pour aller chercher cette personne-là, changer le contour. Ça devient Puis je pense que les femmes, je m'excuse, je reviens encore sur les femmes, mais c'est parce que c'est un exemple qui est... Moi, on avait une collègue, je ne la nommerai pas parce que je ne sais pas si elle est d'accord qu'on le fasse, mais elle, de notre génération, peut-être quelques années un petit peu plus, mais qui était dans la salle nouvelle de Radio-Canada et qui cachait le fait qu'elle avait un enfant, tu sais, parce qu'elle pensait que si elle disait qu'elle avait un enfant en bas âge, le pupitre se fâcherait contre elle, puis commencerait à pouvoir l'envoyer courir, etc., etc. C'est notre génération. Fait que l'institution a changé pour accueillir des femmes. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, mais comment est-ce que les institutions aujourd'hui changent de journalisme, de salle des nouvelles, etc., pour être capable de... Puis je pense que c'est ça qui n'est pas tout à fait clair ou qu'on ne comprend pas encore complètement. Puis je vais mettre quelque chose sur la table qui est très controversé, mais c'est toute la notion de neutralité journalistique. Je ne suis pas du tout contre, mais je suis contre si la neutralité journalistique devient une façon juste de protéger un certain nombre de personnes qui sont capables de fonctionner dans ce qu'on pense être la neutralité journalistique, là c'est un problème. Est-ce que la neutralité journalistique, est-ce qu'on peut la jouer avec un peu cette notion-là pour être capable justement de changer un peu le contour du cercle, puis d'aller chercher les gens pour la qui sont presse canadienne en particulier, c'est très audacieux. Oui. Mais on pense par exemple à la couverture de quelqu'un qui couvrirait aujourd'hui les questions autour de l'avortement aux États-Unis, enfin, qui rebondissent un peu chez nous. C'est sûr que si on est une femme, en fait, qu'on se présente comme femme, on voit les choses différemment. On va être perçu, même sans dire un mot, comme étant situé par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, ce qu'on va plutôt entendre, c'est que, bon, si c'est un homme qui parle, il n'a peut-être pas intérêt à en parler, mais l'idée qu'on est situé quand on appartient à un groupe minorisé, alors que l'homme blanc, traditionnellement, pouvait être neutre, que c'était une voix neutre. On se questionne beaucoup là-dessus maintenant. Moi, la neutralité, je dis, pour moi, la neutralité, c'est l'opinion de l'homme blanc. C'est-à-dire toute l'institution, que ce soit médicale, la science, le journalisme, je dis, c'est basé à travers le point de vue, la liberté, les privilèges des personnes qui travaillaient quand ces concepts-là ont été créés. Puis, ça veut dire que est-ce que je peux aller faire du journalisme quand je suis une maman? C'est la même affaire qui a fait que l'armée, tout ça. J'ai dit la neutralité, par exemple, on utilise beaucoup la neutralité en sciences présentement. La science est dévouée d'émotions, c'est neutre. Je dis, ouais, mais les institutions ont exclu les femmes, les personnes racisées, les personnes autochtones. Il a manqué des points de vue à cette science-là qui s'est créée. C'est pour ça qu'on a tellement l'impression que si on arrive avec une opinion qui est chargée de notre éducation, notre passé, de notre culture, on a l'impression de ne pas être neutre. On amène quelque chose qui n'est pas vu comme du journalisme neutre, mais j'ai dit,
c'est que c'est aussi un journaliste qui a grandi par lui-même ou, par exemple, une science qui a grandi par elle-même sans le point de vue des autres groupes autour culturels. Tu sais, c'est de dire, présentement, ce qui manque est en train de se regreffer à ce qui va être vraiment un jour du journalisme neutre, c'est-à-dire un journaliste qui a un point de vue beaucoup plus large que ce qu'il avait quand il a dit qu'il était neutre. Mais moi, cette question de neutralité aussi m'interpelle beaucoup parce que je pense que la neutralité nous permet d'établir un lien de confiance. C'est-à-dire, il y a pour plusieurs communautés culturelles, puisque certaines d'entre elles, en tout cas, le journalisme n'est pas comment dirais-je, une fonction qui est privée. Hein? Les gens n'ont pas confiance, ils ne font pas confiance. Et donc, si on décide comment dirais-je, défaire les murs de la neutralité, on n'aide pas cette confiance-là. Je pense que les gens ont besoin de savoir que même si on a un bagage, on a une façon de voir les choses, on a quand même une certaine objectivité ou impartialité. Je pense que c'est extrêmement important. Je n'aurais pas tendance à vouloir jouer avec la neutralité parce qu'on rentre dans un... C'est comme ouvrir une boîte de Pandore pour moi et ça n'aide pas à cultiver la confiance qui est déjà assez tenue en ce moment en ce qui concerne certaines personnes et même certains groupes culturels qui ne voient pas de très bon œil que leurs ressortissants, leurs enfants deviennent des journalistes parce qu'ils disent on sait bien. Hein? Alors, il y a une connotation déjà. Alors, moi, je pense que la neutralité, à mon sens, est une valeur qu'il faut préserver, qu'il faut probablement définir, enrichir, mais pas s'en défaire. C'est ouais, je ne veux pas que mes propos soient pris de la mauvaise, je ne veux pas du tout non, enlever la... Puis je suis tout à fait d'accord avec toi, avec cette capacité qu'on a de recul, oui, de transparence aussi, tout ça, il faut maintenir tout ça. Mais, par exemple, ne serait-ce que dans le choix des sujets, par exemple. De certains sujets, je suis sûre que dans les années 60, on ne couvrait pas parce qu'on ne considérait pas que c'était vraiment important. Je pense à l'équité salariale, je pense à etc. Fait que dans le fond, l'évolution des choses fait en sorte que le choix des sujets, la façon dont on les aborde, on peut jouer avec ça sans abandonner ce qu'on est fondamentalement comme journaliste, où on exige effectivement une forme de neutralité. Pour moi, il y a un espace là. Pour moi, il y a un espace là. Dans la pratique pour cette converse, une personne qui grandit, par exemple, dans une réserve aujourd'hui ou qui est, je sais pas, qui voit ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Joy Chakwan, tout ça, cette personne-là, forcément, je ne sais pas comment mentalement, la posture mentale qui fait qu'on est capable de se couper de soi-même pour aller travailler dans une salle de nouvelles ou avoir l'impression, en tout cas, qu'il faut se défaire de notre identité. Fait que, moi, c'est plus une question que j'ai parce que je suis pas une personne d'origine autochtone, mais je me pose cette question-là. Comment est-ce que, quand on est à l'extérieur du fameux cercle, tu sais, comment est-ce qu'on réussit à apprivoiser cette idée de neutralité, puis à entrer, puis à prendre la place. C'est parce que moi, je me dis souvent, ma salle des nouvelles, elle devrait être, quand je rentre au bureau le matin, elle devrait être comme le métro de Montréal, tu sais. C'est pas le cas présentement. Non, je suis d'accord, mais c'est de ça dont je parle. C'est ça, quand je parle d'enrichir ce concept-là. Parce que ça participe exactement de ce dont on parle, c'est-à-dire la diversité, oui, culturelle, mais qui est aussi une diversité de points de vue. Je vais donner un autre exemple. La couverture du meurtre, enfin, du décès de George Floyd. Je n'ose pas qualifier, on ne sait jamais. Mais c'est quand même, ça a été, on sait que le policier a été reconnu coupable, donc c'est assez clair. Mais le débat au début, certains se disaient, mais est-ce qu'on peut demander à une journaliste ou un journaliste noir de couvrir? Et donc, la réponse a été oui. Et donc cette couverture-là, la journaliste ou le journaliste noir n'est pas venu comme militant dans cette cause, a couvert l'événement,
mais il a apporté sa compréhension. Tout à fait. Il y a des choses que cette personne-là pouvait décoder. Et c'est de ça dont on parle, Oui. quand on parle d'enrichir. Mais la neutralité n'a jamais été remise en question, elle a été enrichie. Et c'est à ça que ce comité, c'est ça que ce comité que nous avons mis sur pied nous permet de faire, c'est de réfléchir à cette question-là. Et pour revenir sur ce que Mélissa disait, oui, on a fait beaucoup de progrès. Il y a encore du chemin à faire. Mais juste le fait de pouvoir être en comité, de discuter de ces questions-là, à mon sens, c'est un pas important. Puis par la suite, il y a des mesures concrètes qui ont été prises. Je pense que c'est assez visible à l'œil nu en ce qui a trait à l'embauche, par exemple. Une plus grande diversité. Il y a d'autres chantiers qui sont en cours de réalisation, mais juste le fait de pouvoir en discuter, selon moi, c'est l'ouverture de la marche. Mais c'est tellement passionnant parce qu'on est en train d'avoir justement cette discussion des 3 points de vue. Tu sais, on est en train d'avoir un cercle, alors qu'avant, c'était une pyramide de statuts, de qui a plus la vérité que l'autre. Là, on est en train d'opposer, même pas d'opposer, je dirais de compléter le regard. Et ce qu'on parle de neutralité, tu sais, quand je dis que la neutralité va grandir, c'est qu'on parle de ce noyau de vérité qu'on cherche à vraiment explorer autour du journalisme, autour des nouvelles, autour de ce qui est exposé par le média, mais qui pendant longtemps, tu sais, comment tu peux exposer une vérité s'il te manque des angles morts, comme dire, excusez-moi, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, là, parce qu'on parle de George Floyd, mais tu sais, ce que tu comprends pas au niveau culturel, mais que ton collègue qui vient du milieu culturel que la victime a subi, tu sais. Et tout ça, c'est de dire, on augmente la capacité qu'on a de voir la vérité ou de la proposer au grand public. Et ce que moi, je parlais plus de dire que présentement, c'est le regard de l'homme. Là, ça, je veux vraiment clarifier, c'est que quand on regardait les nouvelles, nous autres, on avait vraiment juste l'impression de se faire juger, de se faire voir, puis de ne pas avoir l'écoute des journalistes. Mais non, j'y ai expliqué, puis il m'a pas traduit, il m'a pas présenté comme je voulais. Et c'est là où est-ce que ce qui est drôle, c'est quand on arrive, par exemple, avec la couverture liée aux personnes anti-vax, j'ai dit, c'est fou parce qu'au début, j'ai dit, moi aussi, j'avais l'air d'une conspirationniste. Le Canada a créé une loi, des systèmes, puis là, tout le monde, personne ne nous croit. Puis même quand on parlait des pensionnats, les gens disaient, ben là, c'est bien trop gros, c'est bien trop. Puis on avait l'air d'une gang de conspirationnistes qui s'inventaient des affaires. Puis là, tranquillement, ça a grandi. Puis le monde, la vérité est exposée. Mais là, tu arrives avec un autre public, là, c'est par rapport à la vaccination. Puis là, plus ça grandit, plus comme, c'est de dire que qu'est-ce qu'on avait comme place pour exposer notre point de vue, pour dire, comme tu disais tantôt, le recul, pour pouvoir regarder et pouvoir avoir du bon sens autour de ce qui nous était montré. On n'avait pas la caméra, on n'avait pas la place. Fait que là, c'est ça où est-ce que le manque de confiance pour notre communauté existait. C'était qu'on n'était même pas entendu ou écouté, mais pas parce qu'ils ne nous avaient pas prêté la caméra 2 minutes, mais parce que la compréhension des journalistes avec qui on parlait était bloquée à la première rencontre. Et en augmentant la capacité de nos journalistes auprès de la diversité des opinions puis des existences, mais là, tu permets justement une plateforme beaucoup plus large où ce que ces idées-là peuvent exister dans leur vérité et être découvertes, alors qu'avant, on ne pouvait même pas permettre à la vérité d'exister. Puis je donnerais 2012 comme un exemple parce que moi, je regardais les médias puis la crise étudiante et je regardais le point de vue de Radio-Canada, puis des médias, TVA, tout ça. Puis je regardais le streaming en ligne. J'ai dit, c'est fou, j'ai l'impression de voir 2 nouvelles complètement différentes, mais qui se passent sur le même moment. Fait que c'était un peu cette idée-là aussi, quand on a vu, par exemple, le blocus 138 ou I Don't Know More, c'était de dire, ils n'ont pas une compréhension des enjeux, mais tranquillement, ils ont grandi à comprendre. Puis maintenant, aujourd'hui, ben, je donne souvent Espace autochtone comme exemple, et j'ai dit, on voit des choses du quotidien, pas rien que les trucs de drame, mais c'est parce que ce point de vue a commencé à augmenter. Cette compréhension, ça n'a plus été juste du chatter qui était, dans le fond, je ne sais pas, en latin pour quelqu'un qui comprend juste le français. Ça a été quelque chose qui était, ah oui, cet angle-là, ah oui, non, non. C'est plus là-dedans que je parle d'augmenter la capacité de cette neutralité journalistique parce qu'elle a trop longtemps exclu les enjeux qui n'étaient pas proches des personnes qui étaient dans les médias. Je veux juste être super clair parce que c'est des fois, tu vois, c'est fait chier. C'est comme quand j'ai commencé à parler de bébé Yoda dans les médias, puis le monde me dit « Pourquoi tu parles de bébé Yoda? Ça n'a pas d'allure. » Là, j'ai commencé à parler de narrativité chez les peuples. Sur le coup, tu as l'air de la personne qui dit « J'ai des extraterrestres dans mon sous-sol. » Mais à un moment donné, tu dis « Ah non, c'est vrai, il y a un fondement à ça parce qu'il y a eu une ouverture
puis une capacité de prendre plus que 2 minutes sur un enjeu qui était présenté par quelqu'un de la communauté autochtone ou des communautés racisées, qu'on a commencé à parler de racisme systémique. On avait toute l'air d'une gang avec des aliens dans leur sous-sol, mais ça commençait à prendre de la place parce qu'il y avait des vérités, des bases qui étaient claires pour une grande partie de la population, mais qui pendant longtemps n'étaient pas vécues par une autre partie de la population, donc ça avait l'air d'être parti dans le champ gauche. Excusez-moi, c'est vraiment très long à clarifier, mais c'est quand même 500 ans de, de décolonisation à faire. Oui, on a encore du rattrapage à faire. J'aimerais vous amener peut-être pour conclure sur les solutions dont on a déjà commencé à parler, mais j'en profiterai pour vous poser des questions spécifiquement sur la formation, parce que, bon, moi, c'est un peu mon dada. La question de rendre les institutions accueillantes, bien, ça inclut les universités, les centres de formation postsecondaires. De votre expérience, de vos différentes expériences, qu'est-ce qui pourrait rendre les lieux de formation plus accueillants et plus inclusifs? Je viens de parler. Oui, C'est un défi présentement. D'abord, il y a une pénurie de. Mais moi, je parle plus d'un point de vue de salle des nouvelles parce que moi, je souhaiterais que les universités. Mais quand on parle des communautés qui ont un regard critique et un manque de confiance légitime, ça se traduit dans les inscriptions, c'est-à-dire qu'on voudrait. On a eu une discussion avec Michèle Audette, qui est sénatrice maintenant, mais qui était à l'époque conseillère à l'Université Laval en matière de relations avec les peuples autochtones. Et dans le fond, ce qu'elle disait, elle disait c'est difficile de convaincre les étudiants, les jeunes autochtones de se tourner vers le journalisme. Jusqu'à tout récemment, c'était difficile de convaincre l'ensemble des jeunes de se tourner vers le journalisme parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'emploi, mais actuellement, il y en a. Et c'est ça, c'est le questionnement qu'on a, c'est de rendre l'institution vraiment accueillante, mais aussi les programmes de journalisme pour des communautés qui ne se tourneraient pas, des jeunes de ces communautés ne se tourneraient pas nécessairement vers ce métier-là. Ben, moi, il y a une chose, puis Maxime en a parlé tout à l'heure, c'est la question de qui couvre quoi, tu sais, parce que dans le fond, moi, en tout cas, je fais attention quand on accueille quelqu'un qui vient d'un groupe sous-représenté dans la salle des nouvelles, de jamais dire à cette personne-là, ben là, tu vas couvrir les affaires autochtones parce que toi, tu es autochtone. Ça, à mon avis, en tout cas, j'ai vérifié un peu là, avant d'affirmer ça, mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur qui a été longtemps faite par le passé. Tu sais, on ouvrait les salles de nouvelles, nous avons embauché une personne autochtone, puis elle va aller nous faire des reportages, une personne noire ou une personne tout ça. Fait que, dans le fond, c'est l'idée d'aller chercher des gens, puis c'est vrai pour les salles de nouvelles et pour la formation comme telle, en leur disant, ben, t'es là parce que tu es capable de parler de tout. Tu sais, tu as le droit de parler de tout, des enjeux économiques, de tout ce que tu veux. Puis de temps en temps, oui, il va peut-être y avoir quelque chose qui concerne ta communauté, puis tu vas le couvrir comme le meurtre de George Floyd. Fait que ça, moi, c'est la première chose, c'est d'envoyer ce message-là aux gens qui veulent venir en leur disant tu vas être un journaliste comme tous les autres. Puis, bon, il y a toutes sortes d'enjeux là-dedans parce qu'il y a l'enjeu géographique. Tu sais, où sont ces gens-là physiquement? Puis ça, je pense que c'est intéressant parce que la pandémie nous a. Il y a 2 ans, on a affiché un poste d'1 an, une bourse pour un journaliste de la communauté autochtone. Mais ça ne passait pas par la tête il y a 1 an. Il fallait que la personne soit à Montréal. C'était évident. Là, notre salle était à Montréal. Il fallait que la personne soit à Montréal. Puis là, je réaffiche le même poste. Et j'ai écrit, ben, la personne peut être en fait n'importe où, là, n'importe où au Canada. Fait que les choses changent parce que ça, à ce moment-là, ça veut dire que je suis prête à prendre quelqu'un qui habite, je sais pas, à la Côte-Nord ou n'importe où. Tu sais, la question de l'enjeu des intérêts, de l'enjeu géographique, l'adaptation, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut aider les gens à venir et à se sentir inclus, puis tout ça, mais c'est pas en 5 minutes, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et parfois, c'est aussi peut-être dire, ben, viens essayer, tu sais, viens essayer pendant 2, 3 mois, puis si ça te plaît pas, ça te plaît pas, tu sais. Fait adapter aussi nos formules d'emploi aux gens selon où ils sont rendus dans leur cheminement par rapport à la profession, etc. Mais
je le sais que pour la formation, c'est aussi, tu sais, c'est un enjeu pour la formation, c'est un enjeu présentement pour l'embauche parce qu'il y a une pénurie partout. Fait qu'il y a une pénurie. Fait que faut que tu te lèves tôt le matin si tu veux vraiment faire l'effort, tu sais, d'aller chercher des gens parce que où tu affiches tes postes, tu sais, où tu affiches ça, qui tu parles, tu sais. Moi, à chaque fois, j'appelle Michel Audet, puis je dis, Michel, j'ai un poste là, qui s'ouvre, tu sais, peux-tu relayer sur tes réseaux, etc. Fait que c'est vraiment un travail de profondeur pour essayer c'est ça. Mais c'est Oui. Il y a de la relation à bâtir. Hein? ouais, il y a comme Ouais. il y a comme une grosse relation à bâtir, à rebâtir, à créer, une confiance à donner. Puis Radio-Canada fait énormément de choses formidables en ce sens-là, là, mais Mais Geneviève a raison, la pénurie de main-d'œuvre complique les choses, mais de façon exponentielle. Mais cela dit, si les médias couvrent les communautés culturelles, les membres de cette communauté vont sentir qu'ils ont leur place dans les médias. Ils vont probablement, on l'espère du moins, vouloir intégrer, faire partie des médias, travailler dans les médias. Et il y a une autre donne aussi qui est importante, c'est que si les communautés culturelles voient certains de leurs membres intégrer les organisations médiatiques, eh bien, elles sentiront qu'elles ont leur place dans toutes les sphères de la société. Donc, tout est dans tout. Quand on recrute un journaliste, un cadre, on ne recrute pas seulement une personne, on recrute un public. Donc, il y a fort à parier que ça finisse par descendre ou monter, c'est selon, vers les programmes de formation. Il faut qu'il y ait un intérêt que les gens voient, sentent qu'ils ont leur place. Et après, ils deviennent journalistes ou ils vont suivre une formation pour devenir journalistes et autres, caméraman, réalisateur, animateur, etc. Donc, ça a l'air très simple comme ça, schématisé, mais c'est vraiment ça la base. Maintenant, il y a toutes sortes de démarches. Il y a les programmes, les bourses, etc. Et même les programmes, vous l'avez évoqué un petit peu, Colette, au début, en disant que certains étaient controversés. Ce qui est controversé, ce ne sont pas les programmes qui sont controversés, je crois. Tout est dans la manière. Les programmes, les personnes à qui je parle des programmes me disent, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas changer les critères. Il ne faut pas que les critères, les compétences exigées soient modulées, adaptées, édulcorées pour recruter des membres issus de la diversité, parce qu'à ce moment-là, ça devient une arme à double tranchant et ça devient un cadeau empoisonné pour les membres de ces communautés-là. Donc, au lieu d'aider, on handicape parce que ces gens-là qui vont être acceptés en vertu de ces programmes qu'on aura maniés devront composer avec le regard de leurs collègues qui ne sont pas issus de la diversité et qui n'ont pas bénéficié de ces ascenseurs. Donc, il y a tout ça, c'est complexe, il y a toutes sortes de choses. C'est tellement un bon point parce que, dans le fond, c'est pas de faire un ascenseur, c'est d'élargir la porte. C'est vraiment ça. Puis, je montre souvent l'exemple de parce que j'ai 2 employeurs présentement. Je travaille avec Radio-Canada pour l'émission Quick Quick, mais je suis aussi à la. C'est moi? Ah, c'est une nouvelle 40. Direct, en direct. J'ai aussi travaillé aussi à la Fondation David Suzuki pour mon projet d'ambassadeur de forêt. Et à la Fondation, quand ils ont envoyé le poste pour l'emploi à laquelle j'ai appliqué, je regardais l'offre d'emploi, puis c'était diplôme, et ou pratique reconnue avec les savoirs ancestraux autochtones dans la communauté. Et moi, j'ai dit, c'est la première fois que je voyais une offre d'emploi décolonisée. J'ai appliqué et je suis rentrée avec ça. Puis le monde dit, ouais, mais tu es rentrée sans les diplômes, toi? J'ai dit, non, mais as-tu un diplôme pour tout ce que j'ai fait dans la vie, puis ce que le monde reconnaisse pour mon travail? Puis, tu sais, travailler au jardin botanique, puis travailler avec les savoirs, puis les pratiques des plantes, puis les pratiques de la forêt. Tu sais, je dis, tu peux pas faire un diplôme de même. Mais je dis, mon expérience comme femme autochtone dans un milieu autochtone a été reconnue en équivalence à ces diplômes-là. Fait que j'ai pas eu l'impression d'être le token de personne. Quand je suis rentrée à ce job-là, j'ai eu l'impression d'être avec mes collègues. Et c'est ça que je pense qu'il est super important de voir la distinction. C'est ce que je suis, comment je l'ai fait, comment je l'ai accompli. Ça a été reconnu à titre équivalent.
quand je suis rentrée à Radio-Can pour mes chroniques avec l'Espace autochtone, mais ensuite, quand ils m'ont offert de faire l'émission de Kwekwe, premièrement, j'ai dit, bon, ben écoutez, moi, ça m'intéresse. C'est certain que ça m'intéresse. Parler de culture autochtone, faire valoir les artistes autochtones, j'ai dit, c'est totalement dans la lignée de qui je suis. Mais j'ai deux, trois trucs qu'il faut vraiment qu'on se mette d'accord là-dessus. J'ai dit, moi, j'arrête pas la mobilisation autour des enjeux autochtones. J'ai dit, puis là, on parlait de neutralité, justement, de neutralité journalistique, de neutralité aussi comme animateur. J'ai dit, là, vous n'êtes pas en train d'employer une animatrice. Vous êtes en train d'employer une militante autochtone qui fait de l'animation. C'est très clair parce que j'ai dit, on est tellement encore en retard, il y a tellement de gains à gagner que j'ai dit, vous allez voir, ça ne viendra jamais brasser. Tu sais, ça ne sera jamais vu comme quelque chose où est-ce que, ah mon Dieu, j'ai utilisé mes privilèges. Non, j'ai dit, on fait juste rattraper le chemin qui est à rattraper. Fait que ça ne vient pas jouer à l'encontre justement de cette neutralité comme animateur. J'ai dit aussi, ce que je veux, c'est, je suis une animatrice autochtone qui fait des sujets autochtones. Puis pour moi, un sujet autochtone, ça peut être Star Wars, ça peut être, j'ai eu Patrick Watson, par exemple. Tu sais, c'est des intérêts qui dépassent l'idée de ce qui est autochtone. Ça, c'est clair que va falloir que ça soit clair. Je ne veux pas juste rester autochtone parce que vous dites qu'il faut des autochtones. Je dis, ce que je veux montrer, c'est moi, en tant que femme autochtone, ce que je vois quand je regarde, par exemple, une pièce de théâtre québécoise ou tout ça. Mais pour l'instant, je dis beaucoup de sujets autochtones parce qu'il n'y a pas encore assez de ça, d'espace pour ça présentement avec nos voix, nos histoires, nos spécialités à nous qu'on n'a pas encore normalisées. Puis, c'est ça, j'ai demandé de rester avec la Fondation Souliki, parce que j'ai dit que ça va être un des enjeux que vous allez avoir avec l'employabilité, les formations. Vous allez vouloir des journalistes exclusifs à vos médias. Puis présentement, on a trop de travail de rattrapage à tous les niveaux. Vous allez avoir un animateur qui va être aussi probablement dans sa communauté à lutter pour les droits à l'accessibilité aux services de santé. Je pense à Isabelle Picard, par exemple, présentement. Il y a tellement il y a du manque à rattraper, puis d'avoir cette espèce de neutralité où est-ce qu'on reste juste des journalistes à Montréal. Ça vient comme être dans une tour d'ivoire, puis il y a encore un gros gap. Fait que les personnes qui vont être de la diversité vont être aussi au forefront. Ils vont aider à remplir pour se rendre un jour à ça, à cette capacité-là. Et ça, je pense qu'il y a aussi un enjeu où est-ce que présentement on parle de diversité, on parle d'enjeux autochtones. J'ai dit présentement, on fait des bébés ensemble. Qu'est-ce que ça va être quand ton père vient de la diversité puis ta mère est autochtone? Je dis, c'est tous des sujets qui vont se transformer, fait qu'il faut vraiment voir qu'on est en transformation de société, puis que ça va amener des sujets des fois que vous ne serez peut-être pas à l'aise ou vous ne verrez peut-être pas l'angle, mais faites confiance aussi à vos jeunes qui arrivent avec cette vision-là. Puis tu as tellement soulevé un bon point sur la distance. On est en communauté, on est hyper mobile, on est attaché à nos communautés. Fait que je pense beaucoup à ma chum Sylvie qui travaillait à PTN, puis là, elle travaille à Radio-Can, mais à cette île. Puis elle est allée là parce qu'elle pouvait avoir une occasion de retourner chez elle, dans sa communauté, d'être proche des sujets qui la touchent. Fait que c'est tous des angles qui sont difficiles à comprendre parce qu'on a aussi besoin de cette espèce de sécurité culturelle qui n'existe peut-être pas dans les universités ou dans les programmes, mais que les employeurs commencent à se rendre compte que c'est comme ça qu'ils vont attirer des personnes. Moi, je n'ai pas envie d'aller me faire insulter par mes collègues ou d'avoir à être l'éducateur des enjeux autochtones de tous mes collègues. Puis ça devient un peu souvent ce qui arrive avec la diversité et avec les enjeux autochtones. On devient les professeurs en même temps qu'on est les collègues, les employés, tout ça. Et ça, c'est sûr que c'est... C'est peut-être un passage obligé. C'est ça, mais il y en a qui ne veulent pas le faire, puis on dit, on va laisser d'autres le faire. Je fais déjà assez. Tu sais, il y en a qui se disent, moi, je n'ai pas envie d'aller régler toute la société. Je l'ai fait depuis 10 ans, 15 ans comme militante ou militant, puis il y en a il y a de la fatigue militante sur les enjeux autochtones, sur les enjeux de la diversité. Puis, tu sais, présentement, il y a aussi un travail qui se fait, par exemple, puis ça, c'est extraordinaire, comme fermer les commentaires quand il y a des articles qu'on sait qui vont être volatiles. Ils pourraient bénéficier justement du trafic des trolls, mais en fermant les commentaires, c'est comme dire, tu vas faire moins de profit sur ton histoire, mais tu vas protéger la communauté de laquelle tu parles. Fait que là, ça crée un lien de confiance aussi avec les médias. Moi, j'ai dit, c'est le fun parce qu'il aurait pu décider, genre, on le voit, là, il y a des médias, vous autres, ils se nourrissent de ça, là, les trolls dans les commentaires, parce que ça fait des clics, ça fait de la pub, tout ça. Mais de faire ce choix-là, c'est un choix pour ta communauté, plus que pour ton média. Ça fait que quand je disais la dette institutionnelle, je dis, ça,
Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui paye sa dette institutionnelle. En tout cas, mais c'est tout du travail de même qu'on va avoir à développer. Puis j'ai dit, si ça fait de nous des woke, j'ai dit, ben j'aime ça, moi, être réveillé. Puis même l'idée de la wokeness, je dis, c'est fou, hein, quand même. L'idée de la wokeness, c'est devenu quelque chose qui sert d'insulte parce que ça a été répété puis répété comme des insultes. Je dis être woke, c'était beaucoup utilisé quand les personnes afrodescendantes devaient passer dans des sundown towns, puis il y en avait au Canada aussi. Fait que tu restes réveillé, tu t'arrêtes pas pour dormir dans une ville où tu es en danger. Fait que c'est ça aussi la wokeness, c'est de dire je vois le danger avant qu'il m'arrive. Puis ça, c'est un enjeu de femmes autochtones aussi. Je vois quand il y a un gars qui est sketch. Je vois quand que tel agent de police, peut-être je peux pas y faire confiance. Fait que tu es tout le temps réveillé sur des enjeux parce que tu as été tellement piqué de tout bord, de tout côté. Fait que de ne pas perdre de vue que cette wokeness-là vient justement à besoin de sécurité des communautés. Puis de ne pas juste donner le pouvoir du mot woke à des personnes qui n'ont jamais eu besoin d'être woke dans leur vie, de te réveiller face aux dangers qui les entourent. Ça, c'est pour ça que je pense que je suis encore ici et que je fais ce travail-là. En collaboration avec mon autre travail, j'ai dit j'ai besoin de vacances. Oui, il y a un problème de surcharge aussi, oui, souvent pour les personnes oui, oui, ça, de la diversité. Mais quand tu te sens bien appuyé, je pense que le travail devient plus léger. Puis je pense c'est pour ça que j'ai diminué au minimum. Puis je continue avec mon travail comme animatrice, puis mon travail comme mobilisatrice. Puis justement, parce qu'il y a un travail de support qui vient de mon employeur, qui est extraordinaire. J'avoue que je suis privilégiée parce que j'ai quand même eu une couverture médiatique que pas beaucoup de personnes autochtones ont encore eu la chance d'avoir au Québec. Mais c'est ça que j'essaie de pitcher sur la scène, c'est d'autres personnes qui ont des choses à dire, puis de leur dire, écoutez, allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Puis ça, c'est pas encore intégré, ce sentiment de je suis pas en danger si je suis sur une scène ou si je m'exprime. Effectivement, ça me fait juste penser à un moment là, quand il y a eu l'attentat à la Grande Mosquée de Québec. Et il y avait plein de journalistes qui cherchaient, puis moi j'ai des amis qui la fréquentent, cette mosquée-là, mais il n'y a personne qui voulait parler aux médias. Ben, c'est sûr qu'on parle d'un événement extrêmement dramatique, puis c'est des proches, je veux dire, ils étaient sous le choc, il y a des gens qui se demandaient s'ils devaient quitter Québec, ils sont tous restés, mais le rapport aux médias à ce moment-là, on le sent, ben, on ne veut pas être un porte-parole. Hein? C'était ça qu'on me disait beaucoup. Je ne veux pas être un porte-parole de ma communauté et je n'ai pas envie de parler en public en ce moment. Et ça se comprend. Mais en même temps, les journalistes étaient à la recherche de ces témoignages-là. Je ne sais pas si on a appris des choses, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont couvert ce type de drame parmi vous. Vous avez des souvenirs de... Juste, je ne sais pas, Maxime, j'ai couvert la crise d'Oka. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça m'arrive souvent de me dire comment est-ce que ça serait différent, comment est-ce qu'on aurait fait ça différemment aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Mais c'est vraiment c'est une question persistante. Moi, j'étais une artiste visuelle, je faisais de l'art textile, j'avais un petit parcours d'artiste, c'est là-dessus que je m'en allais, faire de l'art traditionnel, de l'art autochtone, puis j'ai dit, le fait que j'ai pris un peu le flambeau avec Lydia, puis qu'on est allé de l'avant, puis j'ai dit, là, j'étais là, je portais le flambeau, j'ai dit, si je le drop, est-ce que ils vont, tu sais, genre, c'est comme, est-ce que quelqu'un va pouvoir le rattraper? Fait que je me suis retrouvée avec un peu une responsabilité, mais une responsabilité que j'ai accepté de porter, puis que je porte bien, j'espère en tout cas. Mais c'est pas exactement la charge que j'aurais voulu avoir. Tu sais, j'aimerais ça être une artiste, mais j'ai dit, c'est l'espace, par exemple, c'est la luminosité qu'il faut qu'on amène. Fait que, tu sais, je peux me dire, est-ce que j'aurais été une fantastique artiste si je n'avais pas fait de la militance? Peut-être que non. Mais est-ce que présentement, le travail que je fais pour changer des choses, j'en suis fière? Oui. Mais je pense que c'est ça qui est important de noter, justement. Peut-être en 90, si tu avais tout le savoir que tu as aujourd'hui, ça serait différent. Mais est-ce que tu as fait le chemin jusqu'à aujourd'hui où est-ce que tu es? Oui, c'est ça qui est le plus important. Ouais. C'est où est-ce que tu es là présentement? Moi, je trouve que c'est en tout cas, parce que en 90, j'avais 12 ans. Tu sais, je peux bien le regarder d'un point de vue d'une jeune adolescente qui n'avait aucun pouvoir à ses trucs, mais ça m'a aidé à. Puis là, à partir de là, ben, les journalistes qui ont dit hey, c'est vrai, on aurait pu l'approcher d'une façon différente, puis ils ont transformé leur manière de faire. Tu sais. Il y en a d'autres qui sont restés dans. Moi, j'aimerais comment c'est. Je pense qu'il faut être généreux les uns envers les autres sur comment on travaille ensemble, comment on progresse, les programmes qui sont là, puis les programmes, comment ils se transforment, justement, bon, ça ne fonctionne pas, je le tweak, je l'ajuste, plutôt que de le laisser tomber. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est que, on a fait un programme, on l'a affiché 2 ans, ça n'a pas marché,
n'y a pas de transformation, puis c'est juste, ça, j'en ai vu des programmes qui ont été développés, mais tu sais, d'être ici aujourd'hui avec du monde qui travaille à faire la transformation puis qui ne laisse pas tomber le flambeau, moi, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie, je me dis, on est dans une traque qui va faire du bien à toute la population, pas seulement qui sont touchés par les enjeux de diversité et les enjeux des droits autochtones, mais aussi par la population québécoise qui m'arrive et dit, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que ça avait été fait en mon nom, puis qui veulent avoir cette information-là. On ne peut rien faire de ceux qui savent et qui ne veulent rien savoir, mais on peut faire de quoi avec ceux qui ont dit, ben, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas continuer de même, puis qui veulent aider à la transformation. Fait que moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit se nourrir, plus que de regarder ce qui n'a pas encore été rempli dans le fossé tout de suite, là, maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de ces gens-là qu'on pense. Ah, Pour revenir, les 2 incidents, Mosquée de Québec, la crise d'Oka, ça a été évoqué dans nos consultations, le fait qu'on n'avait pas eu le réflexe de consulter les journalistes, recherchistes pupitres qui connaissent ces communautés-là pour savoir où aller, à qui parler. Ça, je pense qu'un journaliste peut trouver ça, mais pour décoder. Et c'est la raison pour laquelle ce comité dont je parle depuis le début de notre entretien et auquel je tiens beaucoup, qui, à mon sens, a été une décision audacieuse de la part de la direction de l'Info, de mettre en place ce comité. C'est le but, justement, de pouvoir voir en amont venir ces sujets-là et de réfléchir à une façon de les couvrir autrement. C'est sûr qu'on ne voit pas venir un drame comme la mosquée, d'accord? Mais on peut, si on a déjà cette ouverture, si on a déjà ce réflexe, se tourner vers des gens qui peuvent nous guider dans cette démarche. J'ose prétendre, enfin j'espère, qu'on ferait au Cap peut-être différemment aussi. Oui, ben en fait, si on aurait suffisamment d'antennes pour que ça ne nous pète pas d'en face un lundi matin, tu sais, comme la crise d'Oka est survenue. Je revenais de l'Estrie, j'étais à 10, puis wow! Mais on n'avait pas de... Pourtant, l'histoire était là. Je veux dire, le conflit du Golfe à Oka, il existait, mais je ne sais pas pourquoi. Les journalistes, on était un peu sourds, j'imagine, des salles de nouvelles à ce qui se passait sur le terrain, puis on ne s'en préoccupait pas assez, puis on ne donnait pas assez d'importance, de contexte, d'explication à cette histoire-là, qui fait que ça escalade, puis ça devient la violence, etc. Ce qui fait que, peut-être pareil, la mosquée, c'est un peu différent, mais moi, c'est la leçon que je tire des cas, parce qu'après ça, une fois que les positions se cristallisent, ça devient très difficile. Les journalistes, c'est pas qu'on n'essayait pas d'aller parler aux gens, mais on ne trouvait pas. Ce qui est différent aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a, bon, peut-être pas tant que ça, mais il y a aussi des voix des médias spécialisés. Il y a les médias sociaux qui ont permis à I Don't Know More d'émerger. Et ces médias-là sont parfois un rappel. Je me souviens quand il y a eu le plus, les problèmes de la communauté Wet'suwet'en. Il y avait des couvertures par des journalistes autochtones qui décortiquaient, qui faisaient des analyses. Et là, moi, je lisais ça en ligne, c'était pas dans des grands médias, mais ça me permettait de comprendre beaucoup mieux que simplement la couverture des manifestations, puis c'est ça, de ce qui percole à la surface. Là, de comprendre la symbolique d'un policier qui emporte une femme autochtone sur le territoire Wet'suwet'en, c'est un acte de guerre. Ils sont sur leur territoire, tu n'as pas le droit de déplacer des personnes autochtones sur leur territoire, ça fait partie des droits ancestraux. Mais tous ces angles-là sur les lois et les droits autochtones est complètement ignoré. On demande encore les chefs, c'est quoi les Wet'suwet'en? On se rappelle, c'est ça que ça a aidé à faire. Ça l'a éclairci beaucoup sur mais il y a encore des systèmes politiques traditionnels qui existent. Il n'y a pas juste les chefs, les conseils de bande. Ça avait été vraiment. Je dis, tu vois, mais là, ce qui était le fun, c'est qu'avec les médias sociaux, ça a tellement amené ça que là, je pense qu'il y avait une éducation qui s'est faite chez les journalistes, puis là, ça a fait. Là, ça a commencé à percoler dans les grands médias. Mais c'est bon, ça, parce que ça nous pousse. Oui. C'est très bien, ça nous pousse à voir autre chose. Non, mais c'est ça. C'est ça. Même le titre de la crise d'Oka, j'ai dit maintenant, peut-être qu'on aurait réussi à changer le titre de crise d'Oka pour résistance d'Oka, ou résistance de Kanesatake, mais tu viens de l'entendre, la crise est venue du fait que personne ne... Quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? C'était une surprise pour tout le monde, alors que pour nous, c'était une résistance à une attaque. Là, tu vois en plus l'armée canadienne qui arrive en plein territoire canadien. Tu vois,
Tu sais, ça a été toute une manière de l'interpréter. Puis les mots qui ont été utilisés n'étaient pas portés par nous. Donc, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'attention qui est portée aux mots, aux titres, aux choses pour qu'elles deviennent plus neutres, moins chargées, comme d'une position, d'un point de vue, d'un côté ou de l'autre. Fait que ça, c'est aussi une transformation qui existe avec le féminisme, avec les enjeux autochtones, avec les enjeux des personnes à diversité, des personnes afrodescendantes. L'histoire afrodescendante qui était un autre angle mort, excusez-moi, là, mais angle mort, je ne voulais pas dire ça, mais tu sais, angle mort, où est-ce que, je dis, ben, vous ne saviez pas qu'il y avait de l'esclavage au Canada? Puis là, c'est là où on a des collaborations qui se créent entre communautés autochtones et communautés afrodescendantes pour dire, ben, on a des enjeux qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont différents. Donc, on veut s'assurer que le point de vue ne soit pas comme mishmashés ensemble. Fait que, tu sais, on voyage ensemble sur ces enjeux-là, mais on a des réalités historiques très différentes. Et là, ça reconnecte à l'histoire globale du Canada. Ça c'est fantastique. Là. Ça veut dire, c'est ça, quand je parle de plus grand journaliste, plus grande neutralité journalistique, c'est que cette histoire-là revient pas dans l'histoire du Canada, elle était là. Mais là, le regard qu'on en a est plus grand. Je ne sais pas si je fais un peu. Je suis comme j'ai l'air vraiment Pour beaucoup. revenir aux réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'ils nous poussent à ouvrir et à voir autrement. Mais évidemment, qui dit réseaux sociaux dit également danger parce que tout n'est pas, hein, on n'est pas obligé de croire. Mais en fait, je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je pense qu'on est en train d'établir les bases d'un changement. Et ce qu'il y a d'intéressant dans tout ce qu'on fait, les démarches, je ne sais pas, Geneviève, Mélissa et chez nous, c'est qu'à partir du moment où on prend des décisions de mettre en place des structures, où on a une façon de faire, on a une obligation de résultat, éventuellement. Je me demande si on peut prendre des questions de la salle. Là, je pense qu'on n'a pas de micro, mais s'il y a quelqu'un qui aurait envie d'intervenir ou de poser une question à nos panélistes, là, je pourrais la relayer au micro. Est-ce que c'est tranquille? Oui? Un sondage qui a été réalisé, qui est en cours de réalisation. Est-ce que vous savez qui le fait? À l'Association canadienne des journalistes. Ouais. Oui. Oui. Au sujet de ce sondage-là, l'an dernier, ça avait été pour nous, dans Radio-Canada, ça fait longtemps qu'il y a Radio-Canada des outils qui permettent d'identifier, parce que c'est l'application de la loi fédérale sur les 4 groupes sous-représentés, enfin les femmes, on ne sait plus trop, mais les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles et les personnes autochtones. Fait que ça, c'est des données qui existaient à Radio-Canada, ce qui a fait que ça a été, j'imagine, relativement facile de participer. Ça a été plus difficile pour d'autres salles de nouvelles qui n'ont pas ces données-là sur leurs employés. Puis après, ça pose un problème parce que, en tout cas, on partait un peu de zéro en essayant de remplir ce sondage-là. Et ça te met dans la position, comment est-ce que je vais faire pour identifier des gens qui ont le droit, après tout, de dire, moi, je ne veux pas être identifié comme ça. Donc, c'est tout un travail en amont. Puis nous, on n'arrivait pas à faire le travail dans les délais parce que dans le fond, il fallait vraiment partir de zéro puis se questionner sur qu'est-ce qu'on voulait identifier chez nos employés, comment est-ce qu'on allait remplir ce sondage-là. Finalement, on a réussi à le remplir, mais ça a été, ça pose une certaine question éthique parce que dans un monde idéal où la diversité serait faite et assumée et bien faite, on n'aurait plus besoin de se promener à dire est-ce que quelqu'un... on ne serait pas ici de toute façon. Non, on ne serait pas ici en... J'appelle ça Star Trek. Moi, c'est comme quand tout le monde est pareil, c'est dans Star Trek, c'est dans
couple de milliers d'années. Ouais. Fait que présentement, comment on le travaille, je pense que il y a déjà une progression qui se fait, qui est fantastique. Puis il va toujours avoir aussi, je dis, il ne faut pas oublier que notre humanité est en mouvement constant. On va trouver le moyen de se séparer d'un autre groupe à un moment donné. Je ne sais pas comment on fait, mais on est bon de même, les humains. Mais de ce devoir que les médias se donnent de se transformer, ça, je pense qu'il y a moi, je veux dire, ça fait de vous des porteurs de vision. Tu sais, comme on envoie tout le temps un chasseur en avant pour voir où est-ce que la chasse est bonne. Tu sais. Puis en arrière, ben, tu as les cocons, tu as la grand-maman qui est la plus lente. Là. Je dis tout le temps, si tu es un bon chasseur, tu vas savoir aller assez vite pour pouvoir voir où est-ce que le gibier se trouve, mais en pensant toujours à ta cocoon qui est en arrière. Pour c'est ça une communauté. Fait que là, présentement, je pense que c'est de toujours garder cette espèce de vision-là de ta communauté qui te suit. Là, pendant longtemps, je trouve que le chasseur était vraiment trop en avant. Il manquait la cocoon. Tu sais, c'est de dire que ta communauté, elle voyage ensemble, puis elle s'informe ensemble, elle se met, parce que tu vas avoir un sentiment d'appartenance à ton média, à ton médium. Moi, c'est ça que ça a créé. Tu sais, le comité, justement, à Radio-Can, quand je l'ai rencontré dans les premières fois, je suis comme, ah, c'est bon. Tu sais, puis pour moi, dans ma tête, c'est bon, le média public devient vraiment public. Il inclut son public. Fait que ça, c'est des changements qui s'opèrent. Puis à un moment donné, dans 1000 ans, avec Star Trek, ben, il n'y aura plus de comité parce qu'il va y avoir eu ce travail-là. Tu sais, mais c'est de mettre un peu, excusez-moi, on est dans un moment de transition énergétique, mais de mettre de l'essence dans le moteur de ce comité-là qui va faire comme. Ce ne sera jamais parfait. Il va toujours avoir quelqu'un qui va chialer tout, mais le fait que c'est fait, le fait que cette réflexion-là se fait, puis le fait que cette discussion-là, présentement, a lieu, je trouve que ça élargit justement la capacité et le rendement d'un comité de. Parce qu'on pourrait ça, on pourrait juste faire check, check, 2 noirs, Oui, check, c'est 2 ça. autochtones. Ah oui, non, ça, c'est. Ça, c'est toxique à mort. Ça ne sert à rien, puis ça fait les portes tournantes. On veut dans pas, les donc on veut organismes. pas justement essentialiser les individus, mais en même temps, je pense que ces sondages-là permettent quand même enfin, dans la mesure où on est capable de les remplir, je pense que l'idéal, ce serait en fait de sonder les individus puis de leur demander eux-mêmes, comme on ferait dans le recensement, est-ce que vous vous identifiez, puis vous êtes libre de vous identifier comme vous le trouvez pertinent. Oui, parce que Et à ce moment-là, ça donnerait quand même des indicateurs. Mais ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas. Là, ce questionnaire-là est envoyé aux employeurs et ce sont les employeurs qui décident si leurs employés sont de la diversité ou pas. Ça me semble un peu problématique. Ah non, mais juste pour non, à la presse canadienne, on a nous-mêmes fait notre prochain. À cause de ce qui avait été demandé, on a fait nous-mêmes notre propre sondage interne. On n'a pas décidé nous-mêmes. OK. Non, mais ce que je comprenais, c'est que vous ne vous sentiez pas à l'aise de le faire. Ben, c'est parce qu'on n'avait pas les données. Oui, Radio-Canada, ça fait des années qu'ils font ça parce qu'ils doivent mais le faire sondage, est-ce qu'il est fait auprès des individus ou est-ce que c'est un sondage qui est fait aux agents, aux employeurs médias qui doivent le remplir? Oui. Mais quand tu n'as pas les données, la seule. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre propre sondage à l'interne pour demander aux gens êtes-vous, est-ce que vous, etc. Mais ça prend un certain temps. C'est pour ça qu'on a eu de la misère à arriver dans le délai qui était. Et maintenant, est-ce que vous avez ces oui, informations? maintenant, on a une base, celle de l'année dernière. Et on va refaire le sondage d'année en année, comme je crois, ils font à Radio-Canada à chaque année. Est-ce que vous faites partie de tel ou tel groupe? Est-ce que vous êtes un petit peu. Mais c'est toujours, comme tu disais, je dirais, un peu problématique. À quoi vont servir ces données, ultimement? C'est un peu la question qu'on se pose toujours. L'intention est peut-être là, mais à quoi est-ce que ça va servir? Qui bénéficie de ça, ultimement? Pourquoi? Alors, ce sont des questions que certains se posent. C'est ça, à très grande échelle, si on parle du nombre de journalistes au pays, au Québec, ça peut donner une indication, mais quand on travaille dans des petites salles de rédaction, je pense à l'université, on nous demande d'identifier dans nos équipes de recherche les étudiants, les collègues, tout le monde qui peut. En fait, c'est une demande des organismes subventionnaires que les gens doivent s'identifier comme appartenant à une minorité. Et à ce moment-là, on a l'impression, quand on invite des collègues qui font partie d'une minorité, on se dit, ils vont penser qu'on leur a demandé ça pour ça. Ouais. Et là, ça devient. J'ai l'impression qu'on
brise quelque chose dans la confiance entre collègues là, quand on fait ça, parce qu'on ne voit pas Exactement. du tout ça comme ça. Exactement. Puis en plus, présentement, il y a un grand enjeu aussi par rapport à l'auto-identification autochtone, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'au Canada, il existe une loi qui est encore présente, c'est la loi sur les Indiens. C'est la seule loi d'identité qui existe vraiment. Fait que présentement, il y a beaucoup de projets, de programmes, puis de ressources qui s'en viennent vers les personnes identifiées comme autochtones. Fait que, d'un coup, on a de plus en plus d'Autochtones ou des personnes qui déterrent les ossements de leurs ancêtres de 1773. Et là, ça fait perdre le droit à l'autodétermination, à l'autonomie justement d'identification des communautés autochtones, parce que ça vient dans il y a des programmes, il y a des bourses, il y a des universités qui s'ouvrent si tu es autochtone, mais si tu ne l'es pas, ben, tu n'as pas la même chance. Fait que là, d'un coup, c'est comme on augmente le bassin de population autochtone, mais si ça n'avait pas un impact lié à la loi sur les Indiens, lié aux droits ancestraux autochtones, tout ça, ce ne serait pas la même approche. Fait que, il y a aussi cet enjeu-là pour les communautés autochtones, parce qu'on en a beaucoup eu dans les derniers temps. Je pense que vous les avez vus dans les médias aussi, ce qu'on appelle les faux autochtones ou les pretendians. C'est des personnes qui se créent une identité autochtone, qui en bénéficient, qui se fait, des personnes même, je pense que ça existe aussi dans les communautés afrodescendantes aux États-Unis, on l'a vu avec des cas très, très publics, mais parce qu'il y avait, genre, c'est comme si on dit ça, c'est le highway justement qu'on veut signifier. C'est le highway que certaines personnes ont pris pour pouvoir dépasser et se mettre au devant de la file. Parce que dans leur identité communautaire, raciale ou culturelle, ils n'auraient pas pu le faire. Il y a comme une espèce de défi d'excellence qui existe. Puis là, ils ont l'impression qu'en passant par cette autoroute-là qui était pour les communautés autochtones, ils vont pouvoir faire un dépassement puis arriver dans l'autre. Moi, je me dis, est-ce que je suis là juste parce que je suis autochtone? Ou est-ce que je suis là parce que je suis bonne dans ce que je fais? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Je dis, moi, j'ai absolument rien. Là. Des fois, je me regarde et je suis comme, comment c'est ça que j'ai une émission de radio aujourd'hui? J'en reviens pas. Le privilège d'avoir ça entre les mains pour pouvoir faire valoir mon affaire. Mais je me suis dit, non, parce que tu as amené un sujet, tu as amené une discussion. C'est du travail dû à ton identité autochtone. Tu n'as pas été là juste parce que tu es autochtone. C'est pour tout le reste que tu as fait aussi. Ce que t'es là. Mais tu sais, ça m'a fait douter, moi aussi. Est-ce que je suis là pour les bonnes raisons? Est-ce que je prends la place? Est-ce que, tu sais, mais tu vois aussi qu'il y a des personnes qui en profitent et sans allégeance communautaire ou culturelle ou quoi. Fait que tu es comme, là, est-ce que je suis comme une prétendante qui essaie de se faire voir en étant autochtone, plus ça, tu sais? Fait que ça aussi, ça devient des zones chargées parce qu'ils ont des charges politiques, des charges légales, puis aussi des charges dues au racisme internalisé qu'on vit depuis les pensionnats, depuis la mise en réserve, depuis moi, mon père qui est québécois, mais qui n'a pas marié ma mère pour qu'on ne perde pas notre statut, puis en 85, tu sais, fait que là, je me dis, est-ce que j'applique à la loi sur les Indiens ou est-ce que j'y vais avec mon lien communautaire qui est plus réel et existant, tu sais? Fait que c'est tout compliqué. Oh, il y a une question, je pense. Oui. D'abord, pour faire un appel à tout le monde que besoin de gens issus de l'université, OCA et dans les différentes communautés. Et je pose la question, qu'est-ce que vous conseilleriez à la FPJQ pour qu'on s'améliore, pour faire mieux que ce qu'on fait? Voilà. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu, non, s'il vous plaît, de grâce. Mais je pense, comme ce qu'on a fait pour les femmes, il y a eu des femmes qu'on est allé chercher, parce que les femmes dans les positions de leadership, on n'était pas socialisées à ça, et puis bon, on leur a mis un peu le vent dans les voiles. Est-ce que c'est un peu la même chose pour la diversité? Est-ce qu'il faut aller chercher des gens et leur dire on te voudrait toi, plutôt que de faire un appel très large? Je pense qu'il faut faire les deux, parce que l'idée là-dedans, comme disait Mélissa, c'est d'ouvrir les portes, pas de donner une forme d'ascenseur de quelque façon que ce soit. Donc, ça pourrait, par exemple, vous, parmi vos étudiants, dire, écoutez, la FPJQ cherche, est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Et déjà, à partir de là, dire, bon, ben, voilà ce que ça représente, pourquoi, etc. Et laisser les gens se faire une tête.
Je pense qu'il faut y aller par des voies un peu, je ne vais pas dire naturelles, mais ça, c'est une bonne façon. De même, dans les salles de nouvelles, ça pourrait être la même chose. On pourrait aller voir, faire un appel à tous et expliquer pourquoi la FPJ+, est important. Moi, je sais que lorsqu'il y a eu l'ouverture au sein du conseil de presse, il y avait eu un appel à tous, mais on m'avait également expliqué, bon, est-ce que tu voudrais faire partie du conseil de presse? Voici ce que c'est. Je n'ai pas senti qu'on venait me chercher parce que je suis noire, mais j'ai aussi compris que ça serait un avantage. Donc, c'était les deux. Et donc, je n'ai pas été là en me disant, oh, je vais faire ma BA et faire la noire de service, du tout. Et je n'ai pas été traitée comme ça non plus. C'est exactement le même réflexe. Tu amènes quelque chose qui va bénéficier à l'organisme, mais tu n'as pas répondu à l'appel parce que c'était plus facile. Je pense qu'il y a un aspect qui est super important en plus quand ça traite les communautés autochtones, c'est le vivre ensemble, visiter ensemble. Tu sais, quand on vient nous chercher par surprise sur la slide, ouais, tu me veux sur ton CA, mais je n'ai jamais été manger avec eux, j'ai jamais fait d'activité dans ton organisme. Tu sais, c'est quoi le lien entre toi et moi? Moi, je suis sur 2 CA présentement, puis je suis sur ces CA-là parce que j'ai travaillé comme employée dans ces organismes-là. Organisme, il y a le musée McBard, parce que j'étais animatrice quand j'étais à l'université. Puis, il y a la Wapikani Mobile, que je vais mourir probablement enterrée dans une casquette avec Wapikani Mobile écrit dessus, là, parce que c'est un organisme que j'adore passionnément, mais parce que j'ai vécu quoi avec eux autres. En allant là, je sais que je vais apporter quelque chose, que je vais bénéficier à quelque chose, à un projet, à une chose qui me tient à cœur, mais parce que j'ai participé dans l'organisme ou parce que j'ai rencontré des gens passionnés dans l'organisme. Et c'est un gros choix aussi pour les gens qui veulent aller sur des CA dans les communautés autochtones avec qui je peux créer un lien communautaire. Parce que je sais que les CA, c'est souvent vu d'un point de vue professionnel, peut-être dans le CV de beaucoup de gens, mais nous, on le voit vraiment comme, en tout cas pour la majorité des gens, puis je ne vais pas généraliser si tous les Autochtones sont comme ci, sont comme ça, mais le lien communautaire devient ce qui est vraiment la force dirigeante pour choisir des CA, pour participer à ça, puis pouvoir faire du travail bénévole comme administrateur. Des fois, ça peut devoir aussi que tu es un employé avec qui tu t'entends bien, puis justement, quand tu vas le connaître, tu vas dire, hey, toi, tu m'amènerais vraiment une vision que j'ai besoin dans mon CA, veux-tu venir? Et là, tu dis, ah, ouais, ça me tente. Ça fait vraiment la différence pour nous. Je pense qu'essentiellement, il faut que la diversité soit vue comme une compétence supplémentaire. Et quand on verra ça comme ça, je pense qu'on est sur le bon chemin, en fait, sur la bonne voie. Ça va être beaucoup plus facile de faire en sorte que les personnes issues de la diversité embarquent. C'est une compétence supplémentaire, c'est une vision supplémentaire. Ce n'est pas une condition sine qua non, c'est une vision supplémentaire. Non, on ne va pas cocher. Il faut arrêter de cocher. Ben ouais, parce que tu peux avoir une personne autochtone qui pourra t'amener absolument rien sur les enjeux autochtones. Moi, ça a juste à donner que j'étais autochtonocentriste, puis passionnée d'histoire, puis tu sais, que ça a donné que ça a été des fonctions qui étaient pratiques pour le moment où est-ce qu'on est, parce que être une geek d'histoire, ça ne fait pas habituellement de toi quelqu'un d'extraordinaire, mais là, ça l'a servi, puis je peux mettre ça au service de la communauté. C'est ça la différence, je pense, pour moi. Ouais. Non, mais la francophonie, ça reste quand même aussi un enjeu comme être une femme, mais ce qui est le fun, c'est qu'en avançant tranquillement, je le gap qui commence à diminuer. En francophonie, on s'entend que ça va être quand même quelque chose d'autre, mais c'est dans un pendant historique. Fait que je ne veux pas qu'on diminue non plus l'aspect francophone là, dans ta réponse, dans ta question.
Mais c'est vraiment important de voir aussi que des fois, on ne peut pas porter 14 000 chapeaux. Moi, j'essaye, là. Il y en a un même dans la tête présentement, mais à un moment donné, j'ai dû dire non. Quand la personne te dit non, déjà, d'accepter de dire merci beaucoup de l'avoir considéré. Tu sais, c'est déjà une étape parce qu'on se sent mal des fois de dire non, on voudrait régler la situation des communautés puis aider tout le monde, puis ça ne marche pas tout le temps. Mais pour enlever un poids, ben, des fois, ça va être de mettre une personne alloctone sur le sujet en attendant qu'on trouve une personne autochtone ou même une personne alloctone qui va aller travailler avec des personnes autochtones pour avoir l'information, puis va revenir, puis va faire ce travail-là. Parce que c'est vrai qu'on devient un peu porteur de plusieurs micros. Je pense beaucoup à Ouidia Larivière, présentement, c'est ma collègue de I Don't Know More, que j'adore de tout cœur, mais qui est en train, elle aussi, de tenir de ses priorités partout parce que tout le monde a besoin de formation sur les enjeux autochtones. Puis elle a créé un organisme, Mikana, qui donne des formations. Puis elle essaye de dire oui à tout le monde, mais elle ne peut pas. Ils sont, puis elle forme des ambassadeurs qui veulent donner de l'information aussi. Fait que, c'est sûr que présentement, il faut comprendre cette réalité-là. Puis des fois, ben, ça va être de mettre des ressources allochtones sur le travail. Des fois, ça va être de dire, ben écoute, on ne lâche pas, c'est dans le temps. Tu gardes le signet et le pied dans la porte. Est-ce que ta collègue de I Don't Know More, est-ce qu'elle se fait payer pour. Parce que dans le fond. J'espère. Moi, je suis en train de réécrire le guide de rédaction de la presse canadienne, puis on rajoute un gros chapitre sur les enjeux autochtones. Et puis là, on se dit, OK, il faut qu'on trouve quelqu'un. Puis moi, je ne veux pas du bénévolat. Je ne veux pas appeler quelqu'un et dire, toi, tu connais ça, tu viens d'une communauté, etc. Je veux vraiment dépenser de l'argent pour reconnaître le savoir, la connaissance de la personne qui va venir me dire, ben ça, c'est pas bien dit, ça, ce groupe-là, c'est pas comme ça, etc. Je pense que pour elle, cette année, l'enjeu, c'est qu'il y a juste 24 heures dans une journée. C'est surtout ça, mais ce genre tu sais, genre, voir des angles multiplicateurs. Tu sais, pour moi, aujourd'hui, d'être ici, j'ai dit à mon mari, un samedi, la fin de semaine de Pâques, de la fête des mères, j'ai dit, pour moi, c'est des enjeux multiplicateurs. C'est comme si je venais déposer un peu dans le panier de tout le monde des enjeux autochtones, puis en espérant qu'il y en a un qui va dire, ah ouais, on va en parler. C'est de créer une relation qui va être productrice. Moi, je pense que oui, la payer, c'est toujours bien. Bien les payer aussi, les formateurs, ça aussi, c'est super important. Mais je dis pas, c'est comme les reconnaissances de territoire. Tu sais, le monde dit, ah, veux-tu faire la reconnaissance de territoire? J'ai dit, ben, c'est quoi? Moi, je n'ai pas besoin de reconnaître que je suis sur mon territoire, mais tu peux reconnaître que tu es des souliers. Si tu veux porter ça, la reconnaissance, ça va me faire plaisir. Puis, ben, tu sais, des fois, le monde sont comme, oh, ouais, ils sont mal à l'aise, comment tu fais ça? C'est plus facile de demander à un Autochtone de le faire pour toi. Mais de devoir faire l'effort, puis quand tu viens me dire, est-ce que c'est bien écrit, ça? Comment? Ouais, tu sais, ça me fait plaisir d'aider en retour, parce que je sens qu'il y a un effort. Tu fais justement, tu sais, parce qu'il y a aussi, tu sais, donner de l'argent pour régler le problème. Là. Je veux dire, je paye quelqu'un pour faire mon ménage présentement. Je me sens mal, mais je me dis, ouais, mais en tout cas, tant que c'est fait avec respect, reconnaissance du travail que tu me donnes, tu sais, je dis à la personne, je dis, écoute, tu améliores ma vie à chaque fois que tu viens, puis c'est différent que de payer, de dire, OK, bye, tu sais, merci mon ménage. Et ça aussi, ça fait partie de la relation humaine qu'on veut bâtir avec les gens, d'être apprécié pour le travail, pour ce qu'on apporte, mais de reconnaître aussi qu'on arrive dans un moment où il n'y a jamais eu autant de demandes, puis jamais aussi peu de ressources. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il n'y en avait pas de demandes. Woody l'a fait gratuite pendant longtemps, puis, mais genre, je me dis, avec toi, probablement qu'elle serait contente de le faire parce que c'est multiplicateur, parce que c'est porteur, mais elle ne le ferait pas comme peut-être. En tout cas, je ne parle pas de dire, mais je ne suis pas son porte-parole, mais je ne la vois pas faire des choses pour juste l'argent. Elle le fait parce qu'elle a une passion, parce qu'elle a une vision, des savoirs ancestraux qui se transmettent, puis des savoirs sur les enjeux autochtones qui se transmettent, puis qui commencent à nourrir le pays. Fait que ça, c'est ça. Fait que je pense que cette reconnaissance humaine-là, cette relation qui se crée, le retour aussi, c'est de donner un retour à ce que ça l'a amélioré, à ce que ça a vu, parce qu'on a souvent eu des gens qui venaient dans nos communautés, ramassaient de l'info, faisaient des documentaires, puis ils ne revenaient jamais, on n'avait jamais de nouvelles. Fait que, là, tu as l'impression d'être utilisé, justement, tokenisé. Fait que ça c'est la meilleure manière, c'est d'apporter une relation de la même manière que tu devrais être traité, mais avec une sensibilité liée au fait de l'expérience qui est vécue par quelqu'un qui a été porteur de ces enjeux-là pendant longtemps. Pas pour rien que je ne faisais plus les enfants découverts sur les pensionnats.
Puis, ben, d'autres enjeux parce que, tu sais, la fois où j'ai manqué broyer à live sur RDI, je dis, OK, non, je ne peux pas me permettre ça, ça va avoir un coût pour ma communauté, puis tout, mais parce que ça avait un coût sur moi au niveau émotionnel, tu sais, c'est pas il y a 100 ans, là, c'est la génération de ma mère. Moi, je suis des écoles de jour, tu sais, fait que c'est tout réel en même temps, fait que, tu sais, on nous demande en plus de performer d'une façon esthétiquement parfaite pour un média, tout ça, fait que c'est sûr que ça va être imparfait, mais parce que la demande n'a jamais été aussi grande, le temps qu'on forme des jeunes, le temps qu'on dise aux gens, tu as ta place dans les médias, dans le journaliste, tu as ta place, on y croit, ça va prendre un peu de temps. Fait que ça, je dirais, d'avoir une grande ouverture de cœur, une compréhension, puis de ne pas genre partir parce que la personne ne te donne pas de service. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose autour de ça qui demande beaucoup d'humanité parce que c'était une déshumanisation de communauté qui a été faite. Là. Souvent, le monde nous ont identifiés comme les Autochtones à problème, les Indiens, maintenant. Mais tu sais, dans le fait, c'est que tout le monde dans les communautés autochtones se sont fait taper sur le tibia en même temps, même génération, on était tous de même. Puis là, on dit, regarde, ils sont tous comme ça, alors que c'était une blessure, c'était pas quelque chose qui venait de nous. Fait que, de se rendre compte qu'on est en train de guérir en même temps qu'on est en train d'aider les gens à nous guérir, en même temps qu'on est en train de lutter, puis qu'on continue quand même le everyday, d'aller chercher nos enfants à l'école, tout ça, ça devient des fois lourd. D'amener ce support-là, ça devient aidant, puis ça nous donne envie de travailler avec vous autres. J'espère que je ne t'ai pas trop envoyé. Genre, faut que tu deviennes la thérapeute de tous tes collègues. Non, mais c'est juste d'avoir cette sensibilité-là. Ils veulent qu'on diversifie nos cours. Puis moi, je dis toujours à la faculté, ben, je ne peux pas diversifier mes cours sans budget. C'est de demander à tout le monde de venir gratuitement à l'université de nous éduquer. Ben, non. Ah. Ben oui, ben, même nous, on a encouragé les aînés. Arrête de le faire gratuit. Les autres, ils font des milliers de dollars des universités par année. Arrête de le faire gratuit. Ils vont trouver de l'argent s'ils veulent vraiment. Pourquoi ils vont vouloir de l'argent? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut être capable d'amener ce savoir-là dans l'université. J'ai donné un cours à l'UQAM, une session, puis à cause que je n'avais pas le diplôme qu'il fallait, ben, il fallait que je co-enseigne avec une enseignante qui avait le diplôme. Une chance, c'est quelqu'un que j'ai un respect énorme pour, avec qui je suis justement une alliée. C'est quelqu'un, je me dis, si ce n'était pas elle, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais mon mari dit, c'est quand même insultant. Il dit, je te l'offre parce que présentement, tu as le savoir pour donner ce cours-là, mais tu n'as pas le diplôme. Je dis, ben, c'est ça. Je dis, j'ai pas la clé, j'ai pas l'étiquette, j'ai pas, justement, là, je vais aller capter la porte, check-moi bien. Mais c'est pareil pour nos aînés. Ce sont des porteurs de savoir. Je dis, c'est nos doctorats, c'est nos, IBM. PDG, non, pas des PDG. Des PDG, c'est genre des porteurs de savoir, mais ils ne sont pas encore reconnus parce qu'ils n'ont pas le petit bout de papier de l'autre société à côté. On encourage nos aînés à se faire respecter au même niveau que si un président directeur général / chirurgien / premier ministre dirait oui, ben, il s'attendrait à ça. Il trouverait ça normal de se faire payer. Moi, je me rappelle au début, je trouvais ça, wow, quel chanceux, je me fais payer. Tu sais, c'était vraiment ça. C'est un super déjà premier réflexe à avoir, payer les professionnels que vous inviter dans les rencontres, puis dans les, justement, rembourser les transports parce que des fois, ils se déplacent de chez eux, ils perdent du temps de travail. C'est ça, ça peut être intégré dans des demandes de financement, dans des programmes. Il y a quand même des programmes qui existent qui permettent de financer ces choses-là. Puis moi, j'ai découvert ça en travaillant avec des gens qui étaient déjà sensibilisés, conscients, dans le sens où vous l'utilisez, et c'est ça, qui disaient non, il faut faire un effort, il faut aller au-devant de ces enjeux-là et pas s'attendre que les gens viennent vers nous. Je pense que ça aussi, c'est une leçon à retenir, pas seulement pour la FPJQ, mais pour nous aussi dans l'enseignement puis dans les médias, c'est qu'on doit faire une démarche de se rapprocher et pas de le faire là, une fois, puis après ça, bye. C'est intéressant votre question, pour revenir à votre question, c'est une question de masse critique. Il n'y en a pas beaucoup, parce que pour les raisons évoquées par Mélissa, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sentent pas qu'ils ont la légitimité nécessaire pour venir. Alors peut-être une solution, en attendant, parce que la masse critique ne sera pas du jour au lendemain, c'est d'inviter de temps en temps
des personnes à venir assister à vos rencontres, voir comment ça se passe. C'est une forme d'apprivoisement. Donc, vous allez vers ces personnes-là. Ça peut être une option. Parce que c'est vraiment quelquefois aussi une question ces années passées en marge de la société, des entreprises, etc., ça crée un blocage. Ils ne se sentent pas la légitimité de faire partie de certains groupes. Ça, il faut casser ça aussi. Mais ça ne dépend pas que de vous. J'avoue aussi que d'avoir la diversité sur les panels ou sur les comités. Tu sais, moi, j'avoue que la rencontre aujourd'hui, j'étais comme être avec du monde. Avec tu te dis, est-ce que ça veut dire que moi aussi, je suis pas pire? On m'aurait dit, ouais. T'es étonnante, mais justement, parce que tu as passé des décennies dans ton enfance à te faire dire que tu étais moins bon que tout le reste de la population. À un moment donné, ça s'internalise, tu luttes contre ça, tu sais, puis tu dis, est-ce que j'ai toute ma place, ça? Et que ça, c'est encore des trucs qui arrivent aujourd'hui. Puis ce que je suis contente, c'est que la nouvelle génération, elle, a l'air d'avoir moins besoin de ça à cause du travail qui a été fait en amont. Mais beaucoup des aînés vont se sentir, comme tu le dis, pas légitimes de venir, tout ça, mais en leur disant, écoute, j'ai tellement besoin d'entendre ce que tu as à dire, c'est précieux, tu sais, de remettre justement la qualité de l'intervention comme ce que c'est. Pas juste dire, je suis venu partager ma petite histoire. Non, non, il n'y a personne d'autre qui peut me partager une histoire de ce niveau-là avec mon groupe. Fait que tu es vraiment désiré, tu es important, puis ta parole est respectée, plutôt que juste, c'est accidentel, j'avais un trou, puis un panel ouvert pour toi vendredi soir. Ça, c'est aussi, c'est important. Je pense que ça donne comment je dirais, excusez-moi, j'ai oublié le mot. Légitimité, merci beaucoup. Cette légitimité-là d'agir et de parler. Ça aussi, c'est mélangé avec l'humilité culturelle. Ça, j'ai oublié de dire. Il y a une humilité culturelle dans les communautés autochtones que malheureusement, je suis pas née avec. De dire que le silence est très important versus la prise de parole constante. Fait que moi, je suis tout le temps en l'air de parler, parler. Mais culturellement, je n'ai pas été élevée de même. C'était vraiment d'écouter, d'écouter. Puis ça aussi, c'est très différent par rapport à comment on voit. On dit dans le monde de prendre le devant, puis de prendre le micro, puis tout ça. Puis dans nous autres, c'est plutôt d'écouter, puis de prendre le temps, puis de regarder ce qui se passe avant de parler. Aussi, je pense que ça peut être un enjeu des fois de vouloir prendre parole quand, qui c'est qui me donnait le droit de prendre parole? Moi, j'ai l'impression plus qu'on me donne la responsabilité de parler, fait que c'est ça qui me motive. C'est une autre manière de le voir aussi. Oui. Ça pourrait marcher aussi. Alors, on va devoir conclure la discussion sur ce point et je vous invite à rester des nôtres pour le prochain panel qui va porter sur la confiance. Merci. Ça en finit bien. Ben oui, bonne transition. Merci.